Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 30 août 2020 à la une de l'actualité au Bénin. Les appels à la candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021 se poursuivent et chaque jour, de petits mouvements naissent pour défendre la cause. À Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi ce samedi, c'est le réseau Bénin Révélé qui a été porté sur les fonds baptismaux. Thomas Daquin en est le coordonnateur. On en parle dans un instant. On parlera également de l'Assemblée générale ordinaire qu'a organisée ce samedi à Cotonou l'association pour la promotion de l'économie familiale et sociale. Deux temps forts ont marqué ces assises, le toilettage des tests qui régissent l'association et l'élection d'un nouveau bureau. Images, un reportage à suivre. À suivre également d'autres points forts qui ont marqué la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à une dizaine de conducteurs de bus de la compagnie de transport en commun Comfort Line. Ils ont bénéficié d'une séance de recyclage les 12, 13 et 14 août dernier. Formation techniquement assurée par le Centre national de sécurité routière que dirige Aubin Adoukonou. La réforme a démarré en 2017 avec beaucoup de bruit autour de sa mise en œuvre. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié les examens nationaux de licence et de master pour, dit-il, crédibiliser les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur et assainir ce milieu. Une phase d'expérimentation de 3 ans avait été retenue et à l'issue de laquelle le gouvernement devrait se retirer de l'organisation de ces examens nationaux et homologuer les établissements qui répondent aux normes pédagogiques et académiques exigées. Passer donc la phase de transition. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en parlerons avec le professeur Théophane Aïe. Il est membre du Conseil national de l'éducation et promoteur de l'université privée Gaza Formation. Des syndicalistes dans le viseur de la criette pour corruption et mauvaise gestion des gares routières. Plusieurs d'entre eux sont déjà passés devant le procureur Gilbert Togbonon pour s'expliquer cette semaine. Dans la foulée, la municipalité de Porto-Novo prend un arrêté pour suspendre toute activité syndicale dans les gares routières de la ville capitale. Et pour vous permettre de comprendre tous les contours de cette affaire, vous suivrez les explications de Marcel Honkarin. Il est le président fondateur de l'association des conducteurs de transport du Bénin. Pour le décryptage de l'actualité nationale, celui qui assure l'exercice ce dimanche a pour nom Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Ensemble avec lui, nous allons revenir sur un certain nombre de sujets qui ont fait la une des journaux cette semaine. Ces analyses sont à suivre juste après la revue de presse hebdomadaire que signe tous les dimanches Nassis Alossé. Mesdames et messieurs, si vous avez choisi de prendre rendez-vous tous les dimanches pour nous suivre, vous avez raison. Et si vous êtes prêts, voici maintenant le grand format chez vous. Les informations traitées par la rédaction de Canal 3 Bénin pour démarrer ce grand format et c'est le point de l'actualité qui commence avec cette information qui nous vient de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est l'arrondissement qui a vu naître ce samedi un mouvement dénommé Réseau Bénin Révélé. Vous imaginez déjà sans doute ses ambitions. Eh bien, c'est susciter la candidature de Patrice Talon à la présidentielle 2021. Des jeunes qui composent ce mouvement se sont engagés à accompagner le chef de l'État dans toutes ses actions de développement. Suivez maintenant les explications de quelques responsables de ce mouvement. Ils sont au micro de Nassis Alossé. Président Patrice Talon, à l'avènement courant 2016, que n'a-t-on pas entendu dire sur lui? C'est un commerçant, c'est un entrepreneur, c'est un opérateur économique. Il n'est pas politique, il n'est pas social. En opérant ce choix, le Bénin reculera de 20 ans. Et oui, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Nous sommes réunis pour lui demander humblement d'être candidat à la magistrature suprême de 2021. Ainsi, il se ferait porter au triomphe au terme de son second mandat. Le nœud même de notre intention ici, c'est de demander à tous les membres d'aller chercher, j'allais dire, la carte électeur pour élire le président de la République. Si nous sommes réunis ici et que nous n'avions pas de carte électeur le jour de vote,
on ne pourra pas choisir notre président. Il faut que tout le monde se lève, aller chercher la carte électeur. Ceux qui n'ont pas la carte électeur, allez chercher la carte et votez votre président. Si nous crions tous ici, nous formons des mouvements, des mouvements de lancement, un peu de tout. Si nous n'avons pas la carte électeur, les gens en face, ils vont partir, ils vont chercher la carte et nous aurons un résultat négatif. Enfant du Bénin debout pour dire à Patrice Talon de briguer un second mandat présidentiel en 2021. C'est aussi le message des conseillers honoraires de la commune de Djougou, toutes tendances confondues à travers une déclaration rendue publique à l'école normale des instituteurs de Djougou. Ils ont appelé l'homme de la rupture et du nouveau départ à accepter de se lancer dans la course. C'est le président du collectif des conseillers honoraires de Djougou qui a lu la déclaration. L'essentiel du message porté par Inoussa Dangou au micro de Abdou Sabi Idrissou. Message du Creuset des conseillers honoraires de la commune de Djougou au président Patrice Talon. Nombreux sont les Béninois qui, pendant près de 60 ans, se sont demandé à quand le tour de leur pays pour amorcer un réel décollage susceptible de conduire au bonheur et à l'épanouissement. Ils sont encore un nombre écrasant à s'écrier, à la limite s'indigner. En ces termes, je cite, « Avant ceux qui savent dire, il nous faut ceux qui savent faire. » C'est alors qu'en 2016, un homme doté d'une vision inédite arriva au pouvoir et décide de révolutionner la nation béninoise. En effet, en moins de 5 ans, les résultats obtenus sont visibles et irréfutables dans presque tous les domaines. Alors, on peut citer entre autres la réforme du système sécuritaire ayant conduit à la naissance de la police républicaine dans notre pays et dont l'avènement a contribué au renforcement de la sécurité dans tout le pays et à la disparition des tracasseries routières. La réforme du système partisan qui a permis de réduire la multiplicité et la création anarchique des partis politiques devenus des clubs électoraux. La réforme dans le système éducatif qui a permis de renouer avec les années scolaires paisibles et fructueuses pour le grand bonheur des parents d'élèves et les acteurs du système. De conjuguer au passé les grèves perlées ça et là dans le système et de redonner confiance à la fréquentation des établissements publics qui se vidaient au profit des établissements privés. Vu tous ces acquis, qui ne laisse personne indifférent, même si certaines réformes restent incomprises par certains Béninois, méritent d'être soutenues et pérennisées en ce sens qu'ils ouvrent un boulevard au développement de notre cher pays, le Bénin. Au regard de tous ces résultats, nous, membres du CRESER, regroupant les conseillers honoraires de la commune de Djougou, depuis l'avènement du renouveau démocratique à ce jour, les cadres et sympathisants accordons notre soutien sans faille au président Patrice Talon et l'invitons à se présenter candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de 2021. Nous rassurons au président Patrice Talon qu'il peut compter sur notre capacité de mobilisation et des expériences acquises de ses membres au cours de nos nombreuses années pour sa réélection en 2021. Vive les réformes engagées par le gouvernement de la rupture. Oui, pour le second mandat de Patrice Talon. Vive le président des conseils honoraires. Je vous dis merci.
Voilà, autre chose à présent. On quitte Djougou pour Parakou, la cité des Koboro, qui bénéficie d'un projet de construction de centrales solaires photovoltaïques par des producteurs indépendants d'électricité, projet qui s'inscrit dans le cadre du deuxième programme du Bénin pour le MCA. Le ministre d'État, Abdoulaye Bio-Tchané, a effectué une descente sur le site pour s'assurer que tout est déjà mis en place pour le démarrage des travaux. Le ministre avait à ses côtés le tout nouveau maire de la ville de Parakou. Explication, René Soglo. La construction des centrales solaires photovoltaïques par les producteurs indépendants d'électricité dans plusieurs villes du Bénin, dans le cadre du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge et Compte, préoccupe toujours le gouvernement. En témoigne cette descente du ministre d'État chargé du plan et du développement sur les sites du Nord. À Parakou, Abdoulaye Bio-Tchané a visité le site dit de Ganon-Port-Sec dans le 1er arrondissement. Ce projet a été conçu pour que dans 4 villes, dans 4 communes, nous puissions offrir l'énergie localement, mais aussi sur le plan national, parce que cette énergie-là est injectée dans un réseau qui est consommé nationalement. Je rappelle qu'il y a le site de Boïpon, le site de Djougou, le site de Parakou et le site de Natitengo. Je suis satisfait de ce que j'ai vu ici. Encore quelques étapes et les travaux pourront démarrer sur ce site qui sera bientôt sécurisé. Il est question de rendre fonctionnelle cette centrale d'ici 2022. Ce site, qui est un site d'environ 51 hectares, est destiné à la mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque de 15 MW. Il faut déjà attendre que le producteur soit recruté avant de dérouler le calendrier. L'espoir étant que avant la fin du programme, comme vous savez très bien, le programme prend fin en juin 2022, que la centrale soit construite et mise en exploitation. En ce qui concerne la compensation et l'accompagnement des personnes affectées par ce projet, le ministre Abdoulaye Bio-Tchané, président du conseil d'administration, se veut rassurant. Je pense que ça devrait bien se passer. Je viens d'avoir un entretien avec eux et ce qu'ils me disent, ils ont déjà une idée de la compensation dont ils vont bénéficier. C'est notre obligation au niveau de ce projet et de l'ensemble du programme MCA de faire en sorte que les populations qui sont affectées par ces projets-là soient compensées à leur juste valeur. C'est notre obligation de nous assurer qu'elles sont protégées dans l'immédiat et pour le futur. Après la visite de site, le ministre a fait le point de sa descente au conseil municipal de Parakou, où il a pu féliciter le nouveau maire de la commune, Inoussa Chabi Zimé. Il faut préciser que la construction des centrales solaires photovoltaïques s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Toujours dans l'actualité, l'Association pour la promotion de l'économie familiale et sociale a tenu ce samedi au Collège d'enseignement général de Saint-Hérita à Cotonou son assemblée générale ordinaire, des assises qui ont permis aux participants de réviser les textes qui régissent leur association pour plus d'efficacité. Au terme des travaux de cette assemblée générale, un nouveau bureau a été élu. Robert Bodinou a représenté à l'occasion le ministre des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle. Reportage. L'absence de spécialisation des enseignants d'économie familiale et sociale et de profil lors des différents concours de recrutement sont les motifs qui ont inspiré l'Association pour la promotion de l'économie familiale à organiser cette assemblée générale. Réunis au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou le samedi 29 août, les membres ont procédé à la relecture des textes. Occasion pour eux de travailler à rendre plus visible encore leur secteur, comme le suggère à l'ouverture des assises le représentant du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il vous revient donc, mesdames et messieurs spécialistes de l'EFS, de donner de la visibilité aux métiers auxquels concourt l'enseignement de l'économie familiale et sociale. Car pour prendre confortablement place à bord de la nouvelle dynamique éducative fortement axée sur l'emploi, vous devez vous rendre plus visible et convaincant. J'y crois personnellement et je prends l'engagement que mon cabinet fera suffisamment écho de toutes les initiatives que votre association prendra dans ce sens. Au cours des travaux, les participants ont identifié les goulots d'étranglement qui empêchent l'essor de l'éducation familiale et sociale. Aussi ont-ils débattu de son impact sur le développement.
Un nouveau bureau a été élu que préside désormais Gloria Kponou et qui reçoit du soutien. Le Conseil national de l'éducation ne peut que soutenir l'idée de se regrouper pour réfléchir et poser les bases du développement de la filière. J'ose espérer que le bureau exécutif ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre diligente, rationnelle et dans l'intérêt des familles des résolutions qui seront issues de vos assises. La nouvelle équipe qui s'installe est prête à impulser des changements qualitatifs pour l'amélioration des conditions de vie. Ensemble avec les membres, elle entend lutter contre la pauvreté. Éducation toujours, le complexe scolaire Bon Berger arrive en tête du classement des 20 meilleurs établissements privés de Godomè après les résultats du certificat d'études primaires. Ces écoles ont été distinguées par l'ONG Étoile d'Afrique. L'initiative est à sa première édition et vise à faire la promotion de l'excellence dans la circonscription scolaire de Calavi 2. Les précisions sont avec Ali Moumouni. Le complexe scolaire Le Bon Berger est le premier d'une liste de 20 établissements primés ce vendredi 28 août par l'ONG Étoile d'Afrique. Il s'agit des meilleures écoles primaires, privées ou publiques de l'arrondissement de Godomè, ayant réalisé les meilleures performances à l'examen national du certificat d'études primaires CEP 2020. C'est une grande joie pour nous, d'abord pour moi et tout le personnel du Bon Berger, de recevoir ce prix ce soir. Nous avons obtenu un résultat effrayant. Pour l'examen du CEP 2020, le complexe scolaire Le Bon Berger a obtenu un résultat de 100% d'admis, avec à la clé l'un des meilleurs du département de l'Atlantique. Celui-ci est également récompensé pour ses efforts. Et l'ONG Étoile d'Afrique m'a honoré. J'ai réussi et un prix. Je me sens bien, j'ai un sentiment de joie manie. Comme Le Bon Berger, il y a également le complexe scolaire Baptiste Bénin, qui est primé au nombre des meilleurs établissements retenus dans l'arrondissement. Je voudrais dire merci à Dieu et exprimer toute ma satisfaction pour tous ceux qui ont accompagné ce travail, les parents qui ont vraiment eu un bon système de suivi et l'école, le système, l'équipe qui vraiment a travaillé d'arrache-pied la nuit comme le jour. Je voudrais dire merci à tout le système. Au nombre des 41 candidats que nous avons présentés, nous avons eu 39 admis au CEP, soit un pourcentage de 95%. Si l'initiative est à sa première édition, les écoles de la circonscription scolaire de Calavi 2 ne sont pas, quant à elles, à leur première distinction. Elles sont réputées pour leurs résultats prodigieux aux examens nationaux. En 2008, nous avions été premiers du Bénin. Et successivement, l'année qui a suivi, c'est-à-dire l'année 2009, nous avons réédité l'espoir. Donc notre place aujourd'hui n'étonne personne et ne doit même pas étonner. En dehors des 20 établissements primés, environ une cinquantaine d'apprenants ont été aussi récompensés. Ceci dans le but de permettre aux écoles de Godomè et leurs écoliers de poursuivre dans la même dynamique. On espère désormais les voir un peu plus exemplaires et professionnels une fois au volant. Ils ont bénéficié pendant 3 jours d'une séance de recyclage et de renforcement des capacités. Il s'agit des conducteurs de bus de la compagnie de transport en commun Comfort Line. L'objectif est de réduire les cas d'accidents sur les routes. La formation a été assurée techniquement par le Centre national de sécurité routière. Ces conducteurs, après formation, ont reçu leurs attestations. Le point avec Asiongbon Kani Asiongbon. Cette remise d'attestation aux conducteurs de bus de la société de transport Comfort Lines marque le couronnement de leur recyclage. Ces conducteurs avaient été entretenus 48 heures durant par des formateurs du Centre national de sécurité routière sur les comportements à tenir au volant, la communication du conducteur sur la route, le matériel roulant. Cette disponibilité et l'assimilation dont ont fait preuve les conducteurs réjouissent aujourd'hui leurs responsables. La direction de la société de transport Comfort Line, par ma modeste personne, tient d'abord à remercier très sincèrement le Centre national de sécurité routière pour les efforts consentis pour la réussite de cet événement
En remettant aujourd'hui ces attestations de fin de recyclage, vous montrez tout le sérieux ainsi que tout le professionnalisme qui règne au sein de votre structure. Le recyclage initié par la société a porté sur un ensemble de thèmes qui touchent les questions de vitesse, de fatigue, de dépassement, de signalisation verticale et horizontale, puis de différentes pannes. Pour leur assurer la formation, le Centre national de sécurité routière a déployé des moyens considérables. Aujourd'hui, le CNSR se dit rassuré que ses conducteurs vont adopter un nouveau comportement au volant. Je suis persuadé qu'en vous renforçant vos capacités, le Centre national de sécurité routière attend de vous de bons comportements pouvant nous aider à réduire de façon drastique les accidents sur nos routes. Le Centre national de sécurité routière veut compter sur vous pour que nous n'ayons plus de cas d'accidents qui entraînent de nombreux morts. Pour le porte-parole des conducteurs de la société de transport Comfort Lines, c'est une séance qui leur a permis de prendre conscience de leur rôle et de leurs responsabilités sur les routes. Ils promettent d'œuvrer pour atteindre l'objectif accident zéro. Le directeur du CNSR, Oubin Adoukonou, entend étendre la formation aux conducteurs d'autres compagnies les semaines à venir. Aussitôt élu, il a commencé à dérouler son programme d'action. Le nouveau bureau de l'Association des créateurs de mode du Bénin était jeudi dernier en visite chez certains membres de l'association. Objectif, mieux connaître les conditions de travail, les doléances et attentes de ces derniers. Reportage. Prendre des nouvelles des siens est un acte de grande considération. Le nouveau bureau de l'Association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, en a parfaitement conscience, raison pour laquelle il a initié une visite de courtoisie et d'échange de certains de ses membres. 10 au total, ces derniers ont eu l'opportunité de partager leur vécu quotidien avec le nouveau bureau de l'ACMB. On a ciblé quelques ateliers des collègues pour voir comment ils se sont situés de façon géographique et dans quelles conditions ils travaillent, de ce que l'ACMB peut les apporter. Voilà, c'était le but de notre visite. Et naturellement, ce sont nos mandats. Il faut qu'on se rapproche un peu plus d'eux pour mieux les servir. Les servir, pourquoi pas, à cernir aussi notre corporation. Le long chapelet fait des conditions de vie et de travail et de leurs attentes a été égrené le long des échanges. Le deuxième objectif, c'est de recueillir des informations, toujours chez ces membres-là, afin de les intégrer dans son plan d'action quinquennal qu'il va décliner en plan d'action annuel afin que tout le monde puisse se sentir concerné, sentir que vraiment le mandat là, qui est en cours, c'est un mandat de tout le monde et non le mandat d'un seul homme. On va encore faire la programmation de 10 autres personnes pour un autre jour, pour pouvoir quand même faire le tour de tous les membres de l'ACMB. Cette initiative du nouveau bureau de l'ACMB est venue à point, car elle prouve à suffisance la démarche qualité tant souhaitée par les créateurs de la part de leur structure fêtière. Une marque de considération qui sera appréciée à sa juste valeur par ces derniers. J'ai été très surpris de voir tout le bureau se déplacer vers moi aujourd'hui. Je suis très heureux de me voir soutenir par mes aînés, je vais dire. C'est la première fois quand même qu'on voit que les responsables et les dirigeants quand même font un effort par rapport aux membres pour déjà connaître un peu plus, pour qu'on se connaisse un peu plus. Parce qu'ensemble, quand même, on est plus fort, on est plus consistant et plus conséquent. J'approuve, je valide à 100% cette démarche parce que ça nous permet de mettre une identité physique et géographique sur les différents membres. Par ailleurs, les attentes étaient presque identiques au niveau de tous les membres visités. Elles tournent essentiellement autour de 2 grands axes, à savoir la promotion des membres et leur formation afin qu'ils soient adaptés aux réalités actuelles. Pour moi, c'est un perfectionnement. Voilà. Des choses comme ça qui pourraient nous amener à faire mieux, voilà, à revaloriser déjà nos acquis.
C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité avec ce reportage signé Freddy Padono et Teddy Goudalo. Dans la suite, maintenant, on va ouvrir le plateau aux invités. Le premier que je vais recevoir dans quelques minutes, c'est le professeur Théophane Ayi. Il est membre du Conseil national de l'éducation et promoteur de l'université Gaza Formation. Notre sujet de discussion va porter sur la réforme de l'organisation des examens nationaux de licence et de master, réforme initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après donc 3 éditions, la 4e est toujours attendue cette année, mais aucune date n'est encore annoncée, alors que tous les examens de fin d'année scolaire sont déjà terminés. Alors qu'est-ce qui bloque? Quel bilan peut-on faire de la phase d'expérimentation? Vous le saurez dans quelques secondes, mais avant, une pause s'impose. On fait un tour à la régie. Précédemment, dans les grands championnats européens, des rois redevenus rois, des champions plus que jamais champions et des perdants magnifiques. Dans la nouvelle saison, les championnats reprennent leurs droits aux 4 coins de l'Europe. Ligue 1, Première Ligue, Liga et Serie A, ne ratez aucun épisode de la plus spectaculaire des séries. Profitez de la nouvelle saison des grands championnats européens seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous vite. École supérieure de génie civil Vereshchagin, une école à vocation professionnelle avec un cycle secondaire en BTP et F4, un cycle supérieur licence professionnelle génie civil géomètre topographe et master professionnel génie civil. Vereshchagin, ce sont des diplômes délivrés par l'État béninois après succès aux examens nationaux. Vereshchagin, c'est un partenariat avec plusieurs universités et grandes écoles comme l'École polytechnique d'Abomey-Calavi, l'Institut 2IE du Burkina Faso, l'Université de Limoges, du Maine en France, etc. Alors, quoi de mieux? Contactez-nous au 21 30 69 17 97 31 16 92. Vereshchagin, un label, une référence. Population du Bénin, particuliers et professionnels, vous avez besoin d'un béton de qualité, homogène et durable, respectant les normes internationales, appelez Ainsi Béton. Pour vos fondations, dalles, réalisation de caniveaux et autres travaux de BTP, Ainsi Béton produit et vous livre du béton testé par des laboratoires sur tous vos chantiers avec ses camions toupies et ses différentes pompes capables d'aller jusqu'au 10e étage. Choisir Ainsi Béton, c'est vous prémunir durablement des infiltrations, garantir la durabilité de vos ouvrages et la rentabilité de votre investissement. Ainsi Béton, c'est la qualité et la rapidité au meilleur prix. Contactez-nous au +229 61 70 61 61. Notre siège est juste après l'université d'Abomey-Calavi, au bord de l'autoroute. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégées, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Les examens nationaux de licence et de master, c'est l'une des réformes majeures opérées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif au départ, c'est de mettre un peu de l'ordre et la rigueur au niveau de certains établissements privés d'enseignement supérieur en ce qui concerne le contenu de la formation et la délivrance des diplômes donc, à leurs étudiants. La phase expérimentale devrait durer 3 ans, 3 éditions, et qui devrait aboutir à l'homologation de certaines universités qui rempliraient les conditions exigées. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À quand l'organisation de ces examens? Des questions qui méritent d'être posées, plus qu'un coup d'œil sur le calendrier donc des examens et concours session 2020 publié par le gouvernement lui-même. Ces examens de licence et de master n'y figurent pas, même si dans la foulée de la polémique, le ministère a pondu un communiqué pour rassurer sans préciser autant de préoccupations auxquelles mon invité apportera des clarifications. Professeur Théophane Ayi, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Conseil national de l'éducation et promoteur de l'université privée Gaza Formation. Merci donc d'avoir accepté notre invitation.
Alors, vous faites partie de ceux qui, au départ, ont soutenu corps et âme contre vents et marées cette réforme d'organisation des examens nationaux de licence et de master. Après 3 éditions, quel bilan peut-on faire? Bien, après 3 éditions, le bilan qu'on peut faire est un bilan un peu mitigé, un peu satisfaisant. C'est vrai que toute œuvre humaine a souvent des insuffisances. Et à ce titre, que ce soit mitigé, c'est normal. Il n'y a pas d'œuvre parfaite, surtout que l'expérience de ces examens-là, c'est la première fois qu'on l'a fait et c'est la première fois qu'on le fait dans le monde, ce qui avait amené des polémiques en son temps. Bien, on a vu quand même que les résultats au niveau des EPS étaient bons, puisque les pourcentages étaient élogieux. Et c'est dans le déroulement qu'on a noté quelques imperfections, mais que nous nous sommes attelés à corriger au fil des 3 années. Déjà, quand je me souviens, en tant que membre du comité de suivi de ces examens-là, nous avons déjà, en 2018 ou 2019, apporté des corrections. Ce que l'administration de notre ministère a eu à accepter et faire avec nous. Donc, c'est de commun accord que nous travaillons sur le sujet et que nous l'améliorons. Et je pense que les notifications par rapport aux insuffisances sont en train d'être prises en compte et que pour la prochaine fois, on aura beaucoup d'aménagements qui nous porteraient vraiment sur des fronts assez intéressants d'appréciation pour ces examens-là. En tout cas, s'il faut tenir compte de ces examens, les EPS sont bons, puisqu'on a tous vraiment très bien travaillé. Très bien. Alors, comme on le disait, la mise en œuvre donc, de cette réforme a commencé avec des grincements dedans. Certains promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur estimaient que cette façon de faire n'est pas conforme aux normes du CAMES. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tous unanimes sur la pertinence de la réforme? Non. Vous savez, nous avons accueilli, et comme vous l'avez dit, moi personnellement, à mon corps défendant, j'ai soutenu totalement cette réforme-là à son arrivée. Mais si on soutient la réforme dès son arrivée, c'est que nous avons tous des objectifs qui sont communs aux objectifs du gouvernement en ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, et quand on a fait les 3 ans, nous ne voyons plus ces objectifs que nous croyons justifiés, nous ne les voyons plus du tout réalisés à la fin des 3 ans, et ce qui nous gêne beaucoup. Et à la date d'aujourd'hui, on peut dire que les avis sont totalement partagés. Moi, personnellement, on peut encore faire un examen national 1 an ou maximum 2 ans, mais pas perpétuer l'examen national. Si nous acceptons perpétuer l'examen national, c'est que nous sommes incapables d'assainir le milieu et donc nous acceptons que nous avons échoué à notre réforme. Et donc, je pense qu'une autre analyse vient contredire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous allons assainir, nous n'avons pas fermé la vanne à l'ouverture des établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, il y a de nouveaux qui arrivent, des nouveaux dont on ne connaîtra pas la capacité réelle de faire du bon. Et donc, il faut les faire passer par le système d'examen qui les accompagnera dans leur démarche vers l'agrément et l'homologation. Donc, nous sommes dans une situation assez délicate. C'est-à-dire quoi? À la date d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'est pas indispensable de continuer les examens. Dans le même temps, vu que la vanne de fermeture des ouvertures n'est pas mise en œuvre, il faut encore contrôler les nouveaux qui arrivent et les accompagner vers les homologations, ce qui fait que, en conclusion, on dira que les examens nationaux vont continuer et vont continuer aussi longtemps, malheureusement. Si on ne veut pas qu'ils continuent, qu'on arrête un peu la vanne, mais il y a de nouvelles filières, des nouvelles formations qui arrivent. Et je crois que cette histoire d'examen, il faut l'analyser avec la tête froide et voir tous les aspects du problème.
Voilà un peu ce que je dirais sur le système, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas du tout d'accord pour que ça continue. Très bien. 2017, 2018, 2019, 3 éditions. Quelles sont les insuffisances que vous avez pu relever dans la mise en œuvre donc, de cette réforme? Ouais, comme je disais tantôt au début, les insuffisances de cette réforme-là, déjà je reviens un peu en arrière. L'examen en lui-même n'est que un moyen d'aboutir, de faire aboutir la réforme. C'est-à-dire quoi? Au niveau du gouvernement, on pensait qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses qui se passaient au niveau des épaisses. Donc, disons-le clairement, on pensait qu'on donnait de faux diplômes. Et donc, il fallait assainir pour que les faux diplômes arrêtent. Et en attendant donc de voir qui est qui, on a introduit l'examen national. Donc, à partir du moment où on a introduit l'examen national, on devrait, en ce moment-là, conduire la vraie réforme à ses termes, c'est-à-dire l'assainissement. Alors, sur 3 années de la réforme, nous parlons de la réforme et non de l'examen. L'examen n'est qu'un moyen de nous soutirer la délivrance de nos diplômes pendant un temps, en attendant que ceux qui resteront soient en mesure de délivrer leurs examens, leurs diplômes. Alors, la réforme en elle-même consiste à dire qui fait du faux, qui ne fait pas du faux. Et pendant, disons, les 3 ans que nous venons de passer, on n'a pas pu déceler quelqu'un qui fait du faux. Et à partir de ce moment-là, la mise en œuvre de la réforme a-t-elle été mal pensée? Ou alors, on va oser dire que dans le cadre de la réforme universitaire privée, que l'État a échoué. Osons aller dans tous les sens d'analyse. Sincèrement, s'il était question d'assainir les processus par lesquels nous sommes passés, le gouvernement et notre ministère ne devraient pas faire de l'à peu près. Et la réforme au début est mal partie. Pourquoi? Avec Mme Atanasso, le premier contrôle, qui était contrôle académique à la norme CAMES, était de dire les enseignants que vous utilisez, donnez-nous leur liste et on verra si vous êtes conforme. Déjà sur les 130 et quelques ou 150 et quelques qu'on était, il n'y a que 11 éligibles avec ce contrôle. Mais dès que ce contrôle a été rendu public, beaucoup d'EPS étaient mécontents et c'est ça qui a créé un second groupe qui n'était pas né avant l'avènement de la réforme, du gouvernement, de la rupture. Et donc, il y a eu du tapage et le ministère a cédé. Et c'était la première erreur. Même si on cédait, puisque c'était la première fois, il fallait vraiment prendre les garde-fous pour que nous n'ayons pas l'impression que quand on fait un peu de bruit, le gouvernement cède. Et donc, on a cédé, le gouvernement a cédé, on a relancé les papiers, et puis tout le monde était à jour. Il n'y a que 2 personnes sur les 150 et quelques qui n'étaient pas à jour. Et là, on a continué. Mais si on continue, et on dit, on continue les examens, mais le processus pour amener à l'homologation, c'est, comment ça s'appelle? C'est les agréments. On fait la première édition des agréments en 2018. Mais ceux qui ont échoué, déjà ont crié. Ils ont tambouriné. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le résultat de 2018 n'a pas été publié. Est-ce une faiblesse du gouvernement, ça? Et c'est la question qu'on se pose. Parce que je connais bien le gouvernement. Quand il a des objectifs à atteindre, il frappe très dur et il ne revient pas en arrière. Voyez le problème des concours de la fonction publique. Dès que le gouvernement est arrivé, il a tapé très fort, il n'est pas revenu en arrière. Non! Là, nous avons fait le premier agrément, il y a des échecs, c'est vrai, mais on avait 2 ans pour le faire. Autant informer les gens, préparez-vous, refaites votre deuxième tour d'agrément, sinon vous allez être fermé, mais publiez le résultat pour rendre officiel. Ce résultat n'a pas été publié jusqu'à aujourd'hui. Le ministère de l'Enseignement supérieur devait conduire cette réforme pendant 3 ans. Pourquoi un nouveau cycle de 3 ans? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas su conduire la réforme de par les éléments qui doivent constituer cette réforme. La réforme dit qu'il faut être homologué pour ne pas donner de
pour ne pas pour être dispensé, pour être autorisé de dispenser de donner ses diplômes soi-même. Si c'est ce qui est dit dans les règlements, dans les arrêtés, les décrets, je suis d'accord. Mais alors, conduisez-nous à aller dans ce sens-là. Mais dans cette démarche-là, l'agrément est le premier point. Et aucun de nous n'était agréé. Le second, c'était l'homologation. Mais si vous n'êtes pas agréé, vous n'êtes pas homologué. Mais quand on s'arrête sur l'agrément, la première édition, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a pas été encore publiée. Je suis heureux que bientôt, ça va être fait parce que le ministère est en train de travailler d'arrache-pied sur la sortie de ces résultats-là. Donc, dès le début, il y a eu une faiblesse du gouvernement à ce niveau-là et rien n'a été publié. Et on a continué avec 2019 pour sortir encore un deuxième agrément qui a connu encore des échecs pour certains, qui a constitué un échec pour certains. Et ceux-là aussi se sont révoltés. Ils ont crié sur toutes les chaînes, on les a entendus. Et puis finalement, on refait encore un troisième essai de racheter les gens parce que nous avons pensé que les critères étaient trop sélectifs. Je dis d'accord. Si les critères sont trop sélectifs et que vous diminuez les critères en 2019 pour réétudier les dossiers, mais celui qui a échoué, non? C'est bien ça. Mais on a dit, il ne faut pas qu'on laisse tomber les nôtres. Il faut donner encore une année supplémentaire d'examen pour les agréments pour ceux qui ont échoué. Donc vous avez vu, depuis le premier tour avec Mme Atanasso sur le contrôle académique des professeurs, le premier agrément, le deuxième agrément, rien n'a été formalisé. Mais nous, on a fait les dépenses, on a donné les pièces, on a fourni les pièces. D'autres sont admis, d'autres sont échoués, d'autres sont admis, d'autres ont échoué. Mais pourquoi n'avoir pas formalisé? Or, si nous n'avons pas cet agrément-là, nous ne pouvons pas postuler à l'homologation. Donc, si aujourd'hui, les EPS n'ont pas postulé à l'homologation, c'est la cause du gouvernement. Très bien. Le 25 juin dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un atelier d'évaluation de la réforme, atelier qui a permis d'apprécier le rapport du comité technique. Quels étaient les grands axes de ce rapport? Donc, les grands axes, c'est le déroulement de l'examen en lui-même et les corrections qu'on peut y apporter et les résultats. Tout à l'heure, je vous ai dit, les résultats, on peut considérer que c'est très bon puisque nous avons, tous les EPS ont vraiment bien travaillé. On a eu de bons pourcentages. Seulement, à ce niveau-là, les résultats devaient être totalement publiés et classants. C'est fondamental. Si les résultats étaient classants, on pourrait dire, ah, voilà, dans ce domaine, celui-ci est meilleur, celui-ci n'est pas bon, et on l'aurait su. Mais dès la naissance, dès l'abord de la réforme, l'examen n'avait pas été vu comme ça, n'avait pas été perçu comme ça. Pour dire, on fait des examens, mais ce seraient des examens classants. Est-ce que le comité technique a fait des recommandations? Oui, ils ont fait beaucoup de recommandations, et sans rentrer dans les détails, parce que c'est un sujet sensible qui est au niveau d'études au grand sommet à la date d'aujourd'hui. Donc, les réclamations. D'ailleurs, le compte rendu de cette réunion-là, de cette évaluation, n'a pas été publié à tous les niveaux. Mais ça a été publié au niveau des grands organes qui devaient prendre des décisions. Alors, donc, je suis même incapable de vous dire le résumé de la rencontre du 25, je ne suis pas en mesure de vous en parler. Mais pour ce que j'en sais, il y a eu des recommandations qui sont déjà mises en œuvre au niveau du ministère, ce qui est vraiment un acquis pour nous. Même si l'examen doit continuer, c'est un acquis. Deuxièmement, il y a eu d'autres recommandations qui sont prises en compte, mais le problème, il faut comprendre que dès lors que on a dit, nous ne sommes pas totalement contre les examens, vu les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure, qu'il y a de nouveau qu'ils ouvrent, on ne peut plus donc arrêter les examens, je suis d'accord, mais nous ne pouvons pas diminuer le nombre de ceux qui vont à l'examen parce que nous n'avons pas fait l'examen dans un but classant, nous n'avons pas fait l'examen dans un but d'assainissement, et c'est ça le défaut. Il aurait fallu le faire dans un but d'assainissement ou de classement, et on dit, on peut prendre des critères. Mais si ces critères étaient pris, on aurait dit,
celui-ci il est bon, celui-ci n'est pas bon, et ainsi de suite. Une fois que les agréments ont d'autres critères, même discutables, ils existent. Ces agréments doivent être traités en fonction de ces critères et publiés. Mais ça n'a pas été le cas. Et vous voyez, dans cette affaire-là, les EPS sont complètement déçus. Déçus parce que les examens qu'on a introduits font que les élèves nous fuient. Ils pensent que c'est dans 3 ans que ça va finir, donc ils attendent 3 ans pour s'inscrire. Ou alors, les examens ont permis aux universités publiques de faire de grandes concurrences avec nous. Et ça, c'est insupportable. Vous voyez, moi, à des moments donnés, dans des masters, comme les masters sciences de gestion ou biotechnologie, par exemple, je n'ai qu'un effectif extrêmement réduit. Le public a créé tous les masters professionnels que nous créons. Alors que la formation professionnelle était un peu dans notre spécialité et dans notre domaine. Mais on les a laissés créer des masters qui prennent aussi 400 000 ou 500 000, ça dépend. Et puis, ma foi, ils sont dans cet exercice-là et c'est une concurrence déloyale parce que les étudiants qui finissent chez nous ne continuent pas chez nous. Ils vont directement dans le public continuer et ceux-là n'ont pas d'examen. Qu'est-ce qui nous prouve la qualité de ce qu'ils font? Qu'est-ce qui prouve la qualité de ce qui se fait dans le public? Nous sommes tous des Béninois, nés à la même, logés à la même enseigne. Et le fait qu'eux, ils ne font pas d'examen ni pour la licence, ni pour le master, fait que nous sommes défavorisés et nous avons vu nos effectifs complètement décimés. Très bien. Le ministère de l'Enseignement supérieur a publié, sinon le gouvernement a publié le calendrier des examens concours de l'année 2020. On n'a pas vu les examens nationaux de licence et de master. Pourquoi? Effectivement, le fait que le décret présidentiel du Conseil des ministres là, disait que les examens étaient pour 3 ans, les 3 années passées, nous sommes tombés dans un vide juridique. Nous sommes tombés dans un vide juridique. Et sans un autre décret, puisque ça a été prévu exactement pour 3 ans. Donc sans un autre décret, on ne pourrait pas continuer. Mais vous êtes d'accord avec moi que si on n'évaluait pas les 3 années, on ne pourra pas non plus redémarrer prendre d'autres décrets pour le faire. Ce que nous avons fait de mauvais, c'était de prendre très rapidement un décret intermédiaire autorisant l'examen de cette année, quitte à bien étudier le principe même des examens, nous sommes d'accord, pour dire oui, on continue, non, on ne continue pas. Mais au cas où on ne continuera pas, quel est le mode de contrôle pour être sûr qu'un privé fait du sérieux? Nous avons les contrôles qualité, nous avons les suivis. Et il faut faire un point. Les dépenses engagées pour les examens nationaux ne suffisent-ils pas, peut-être ne sont-ils pas supérieurs à des dépenses qu'on va engager pour des contrôles continus de la qualité de ces EPS. C'est vrai que dans les réformes dans le PAG, il est prévu une unité de contrôle qualité. Nous sommes d'accord. Mais alors, allons-y vite à cette unité et donnons-lui vie en association avec le CNE et qu'on essaye de faire quelque chose d'autre que des examens qui sont critiquables. Alors pendant ce temps, les étudiants qui ont déjà soutenu... Pendant ce temps, les étudiants qui ont soutenu sont là en train d'attendre, et la rentrée universitaire, c'est pour le 28. Et je fais remarquer que c'est vrai qu'on aura les examens, ça tout le monde n'a qu'à se le dire, les étudiants n'ont qu'à se rassurer, ils auront leur examen, mais l'examen va se passer peut-être en octobre ou en novembre. À la date où moi je parle, je peux parler d'une période dans laquelle l'examen va se situer, mais je ne peux pas parler d'une période, d'une date fixe où l'examen va se tenir. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais je pense qu'on s'entend tous que les examens auront lieu et je suppose que ça va être en octobre ou en novembre. Même cette supposition m'amène à dire que l'examen d'une année antérieure est en train de se passer dans une année académique présente. Et c'est ça aussi qu'il faut analyser. Vu que les dates seront de novembre et que la rentrée scolaire est de 28 septembre, ou d'octobre et que la rentrée scolaire est de 28 septembre, le diplôme d'octobre qui rentre dans l'année académique
2020-2021, va-t-il donner des diplômes de 2018-2020? C'est là encore une autre analyse juridique qu'il faut faire. Mais j'ai confiance aux grandes institutions parce que les grands responsables de ces institutions-là sont des juristes confirmés. Et je crois que le tout sera analysé pour qu'on ne vienne pas encore être en porte-à-faux avec une date quelconque qui va confondre, qui va donner 2 diplômes la même année. Très bien. Un mot de fin rapidement avant de vous laisser. Un mot de fin, c'est que nous n'avons jamais été contre les examens nationaux. Au contraire, nous œuvrons pour que si ça se fait, ça n'a qu'à se faire correctement et nous soutenons ça. Mais dans le même temps, il ne faut pas qu'il y ait du laxisme au niveau des cheminements qui doivent nous accompagner à l'homologation. Et il faut que le gouvernement fasse tout possible pour que les agréments distribués ou donnés les dernières fois soient revus et publiés pour que nous ayons notre autorisation d'agrément, d'accord, notre arrêté d'agrément, pour postuler à l'homologation. Il ne faut pas qu'on voit les épaisses comme des fainéants qui n'ont pas osé postuler à l'homologation. Il nous faut une pièce essentielle, l'agrément. Si vous avez l'agrément, l'arrêté d'agrément, c'est en ce moment que vous postulez. Mais si on n'a pas l'arrêté, qui n'a pas été pris depuis 2018, on ne pourra rien postuler à rien du tout. Donc, ma foi, la réforme continue, mais j'ai le regret que ce soit simplement au niveau de l'enseignement supérieur privé que les réformes n'ont pas eu les mêmes vitesses que dans les autres secteurs. Regardez dans la santé. On a dit clinique privée, publique. Ça a été clair et net, on ferme ou on ne ferme pas. Assainissement, université privée, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas bougé. Merci à vous, professeur Théophane Ayi, membre du Conseil national de l'éducation et promoteur de l'Université Gaza Formation. Et bonne journée à vous, professeur. Merci. Je me permets de préciser que j'interviens en tant que PDG, président de Gaza Formation, et non en tant que membre du Conseil. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on reste sur place. Nous avons encore une quarantaine de minutes à passer ensemble. Mais si vous voulez bouger, pas d'inquiétude, vous avez la possibilité de continuer à nous suivre à travers votre smartphone sur notre plateforme www.canal3television.com. La page invitée est toujours ouverte après le professeur Théophane Ayi, avec qui nous avons passé en revue la phase expérimentale des examens nationaux de licence et de master. C'est un autre invité qui va prendre place par ici. Il s'agit de Marcel Moukari, président fondateur de l'Association des conducteurs de transport du Bénin. Nous parlerons de la gestion des gares routières, une nouvelle affaire qui fait polémique et vous allez le comprendre. L'entretien, c'est juste après ceci. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syste LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Précédemment en UEFA Champions League. Une démonstration de force. Un rêve qui continue. Des joies, des larmes et des rois d'Europe qui retiennent leur souffle. Dans le prochain épisode, direction Lisbonne pour une phase finale inédite à vivre seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Quelle équipe remportera la plus prestigieuse des compétitions? Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de l'ultime épisode de l'UEFA Champions League seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Grand jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto,
un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Hydroéquipement Sarl, votre leader en matériel et équipement hydraulique, vous propose du nouveau à Cotonou. Nous distribuons des soudeuses pour tuyaux PEHD de la marque Ritmo, des pièces de raccord en PEHD et en fonte et de plein d'autres équipements hydrauliques. Hydroéquipement Sarl, représentant exclusif de la marque italienne Ritmo au Bénin et dans la sous-région. Hydroéquipement, nous sommes situés à 200 mètres à gauche, carrefour Toundé, en allant à Porto Novo. Infoline 98 49 63 63. À Hydroéquipement, nous accompagnons les objectifs du millénaire. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à kiss. 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. C'est un dossier qui donne de l'appétit à la criette et les clients n'en manquent pas. La gestion des gares routières au Bénin, comment les fonds sont-ils gérés par les syndicalistes? Plusieurs d'entre eux ont défilé devant le procureur Gilbert Togbono pour s'expliquer d'où est partie l'affaire et pour quelle finalité. Le grand format revient sur les contours du dossier avec le président fondateur de l'association des conducteurs de transport du Bénin, M. Marcel Hunkari. Bonjour. Bonjour, mon journaliste. Bienvenue sur le plateau du grand format. Je vous remercie. Alors, on va commencer par présenter votre association. Pourquoi est-elle créée et quel est son objectif? Merci beaucoup. L'association ACTB est née pour pouvoir lutter contre le rançonnement et la corruption dans le secteur du transport. Nous avons pour objectif d'organiser, de promouvoir et c'est-à-dire un encadrement sain et propice du monde de transport à la jeunesse béninoise et que nous sommes là pour mettre fin, pour bannir l'ancien système. Nous sommes là tout simplement pour révolutionner le secteur du transport en République du Bénin. Révolutionner le secteur du transport. Alors, la Criette a commencé par s'intéresser à la gestion donc, des gares routières. On va dire que tout est parti de vous. Exactement. Comment? Oui, parce que vous avez vu quand nous avons rentré dans le transport, parce que nos aînés étaient là depuis des années, nous avons vu que c'est tellement une ligne de corruption, parce qu'on va vous dériver autant de tickets dont nous maîtrisons la provenance de ces tickets et que nous avons demandé de fouiller parce que nous avons surtout là où nous sommes un peu blessés parce que nous avons commencé à être pas tracassés même pas les syndicalistes et la police et pour le mot opaque alors qu'en réalité en République du Bénin nous n'avons même pas une seule gare routière en République du Bénin. Alors qu'on nous disait pourquoi ne pas aller charger sur les gares routières alors que nous n'avons pas ces gares routières. Donc ça fait que nous avons demandé que nous devons avoir des gares routières dignes du nom, ce qui a fait que nous avons commencé par fouiller pour demander la provenance de ces tickets et la destination issue des sous collectés sur les gares routières, ce qui nous a amené à ce point, ce qui a fait que nous avons saisi et
l'institution qui a été mise en place par le gouvernement, que nous saluons sincèrement, cette institution appelée la Criette, qui est là pour les infractions économiques, parce que nous avons vu que c'est des ressources qui ont échappé à la caisse du Trésor public. Alors, conséquence, plusieurs syndicalistes ont répondu à l'appel du procureur. Comment ça s'est passé? Vous y étiez? Exactement. Comment ça s'est passé? Oui, et j'étais à l'audience le 26 août 2020 et à Porto-Novo à la Criette. Bien vrai que dès l'ouverture, le procureur que je salue sincèrement, parce que moi j'ai confiance à la justice, et qu'il avait dit, bon, il n'a pas laissé parole à qui que ce soit, il avait donné des conseils. Il avait donné des conseils à chacun de nous. Il nous avait studié chacun de nous sur les textes de la décentralisation, surtout la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Et que le procureur allait jusqu'à sur l'article 29. Et l'article 89 que je vais vous citer très rapidement. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à kiss. 6% de protection, ce soir il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Précédemment en UEFA Champions League. Une démonstration de force. Un rêve qui continue. Des joies, des larmes et des rois d'Europe qui retiennent leur souffle. Dans le prochain pour une phase finale inédite à vivre seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Quelle équipe remportera la plus prestigieuse des compétitions? Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de l'ultime épisode de l'UEFA Champions League seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Système Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures. Contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Voilà, retour sur ce plateau. Monsieur Marcel Hunkari, entre-temps, la SBE s'est invitée au débat. On va poursuivre. Je demandais comment ça s'est passé à la Criette. Vous étiez avec les syndicalistes interpellés. Exactement. Et moi, journaliste, j'étais présent à la Criette le 26 août 2020 passé. Et bien vrai qu'à cette audience, dès la prise de parole par le procureur spécial de la Cour, la Criette, il avait seulement donné des conseils à chacun de nous qui étaient présents à cette audience.
il avait précisé sur la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Le procureur est allé sur l'article 89 afin de faire part à chacun de nous qui est ce qui relève de la compétence de chacun d'eux et qu'il avait dit que l'article 89 que je vais citer rapidement stipule que la commune a la charge de la réalisation de l'entretien et de la gestion des gares routières, des embarcadères et des parkings à caractère local. Ça veut dire qu'en réalité, c'est à la mairie de construire, d'entretenir et de gérer. Cela ne relève pas de la compétence des syndicats ou bien d'une association d'organisation syndicale. Et que le procureur était clair. Il avait dit encore que en réalité, chacun, ces organisations ne devaient pas y émettre des tickets ou bien collecter des taxes auprès des conducteurs. Ça relève toujours de la compétence de la mairie. Et qu'en réalité, sur toutes les gares routières en République du Bénin, il devait avoir la vente des tickets. Et qu'il avait aussi précisé qu'en réalité, il ne devait même pas collecter de l'argent auprès des conducteurs sur la gare routière. S'ils rentraient, comme ils se sont rentrés dans la cour, dans la salle d'audience, si c'est qu'auprès d'eux-mêmes, ils ont aussi des associations de greffiers et d'autres. Si toutes ces associations disent va y émettre des tickets, ça veut dire que avant notre rentrée dans la salle, nous devons payer aussi autant de tickets que nous payons sur les gares routières et c'est des manques à gagner pour la traite du trésor. Et après ce passage à la criette, est-ce que quelque chose a changé sur le terrain? Vous avez constaté le changement sur le terrain? Bon, je peux vous dire non, rien n'a été changé. Je vais vous dire que moi-même personnellement, j'avais sillonné un peu partout et que ce qui me faisait un peu mal, pour Porto Novo, la mairie avait pris un arrêté portant suspension de toute activité syndicale et que la mairie aussi avait effectué sa descente, ce qui a fait que nous avons vu un peu de la descente et de la déserte dans la journée. Ils n'étaient pas là dans la journée, mais dans la soirée, ils revenaient pour insister de prendre de l'argent chez quelques-uns, mais d'autres en refusent. Mais si vous rentrez dans la ville de Cotonou, ce qui m'étonne, le Cotonou avait déjà pris son arrêté, ça fait bien longtemps, l'arrêté portant interdiction de placement et de recouvrement par des syndicats et assimilés avant la mairie de Porto Novo. Mais je peux vous dire que Cotonou avait pris l'arrêté, mais Cotonou n'avait pas fait la mise en application, le suivi de son arrêté. Ils étaient toujours présents sur le territoire de la ville de Cotonou, bien installés, je vous ai dit, dès leur retour de la criette, en train de collecter des tasses auprès des conducteurs. Même le samedi, j'avais reçu pas mal d'appels qu'ils ont même opposé au changement des conducteurs dans la ville de Cotonou, ainsi que dans la commune d'Abomey-Calavi et d'autres. Ils sont encore présents. La collecte de ces taxes-là, donc comment ça se fait? Les fonds là sont destinés à quoi? Vous avez quelques tickets avec vous là? Merci beaucoup, mon journaliste. Je vais vous dire, nous avons tellement des échantillons de tickets. Vous avez vu tout ça là, c'est des cartons de parfum coupés. Tous ces cartons de parfum coupés sont des tickets mis en vente par les syndicalistes Cosicotrab sur les gares routières dans la commune d'Ifani. Et que vous refusez de payer ces cartons coupés, je suis sûr, hier, il peut vous appeler la police, mais une fois nous avons saisi la criette, nous avons eu au moins la disparition de ces cartons coupés. Il y a aussi des tickets. Vous voyez des tickets imprimés au nom de Cosicotrab, des tickets de 1000 francs, 500 francs. Et ces tickets, c'est qu'ils ont arrêté des conducteurs de taxi dans la ville de Porto Novo et d'autres. Ils ont dérivé des tickets de 20 000, 5 000 à la place des quittances du trésor public. En réalité, c'est la police républicaine qui devait arrêter ces conducteurs et ils devront aller payer dans la caisse du trésor public. Mais ces sous ont été collectés par les syndicalistes. Et nous avons pas mal de tickets, mais nous avons, j'avais dit à tous les conducteurs, d'ayez confiance à la justice, parce que dans ce pays, nous avons vu les CA, les délégués qui ont fabriqué des tickets pour des barrières dans leur quartier. Nous savons comment la justice a tranché, donc je les ai dit d'avoir confiance et de garder leur calme. Je suis sûr que la justice... Alors pourquoi vous vous opposez à la perception de cette... En quoi est-ce que ça vous gêne, vous? Et pour moi, ça crée vraiment de manque à gagner et ça fait que les mairies, quand nous avons sillonné, nous avons rencontré pas mal de maires. Et ces maires nous disaient qu'ils n'ont pas de ressources nécessaires pour la construction des gares routières. Alors que sur des gares routières, nous payons 7 200, 10 200 contre ticket 100 francs. Et je les ai dit, ils sont où? En réalité, dans d'autres communes, je vous dis, il y a des autorités aussi qui sont complices.
Et ces autorités, ils savaient bien qu'on nous dérivait des tickets de 100 francs. Quand vous rentrez dans la commune de Semekpodji, qu'on dérivait des tickets de 100 francs et on prenait 10 200, 7 200 chez les conducteurs. Allez sur la gare routière de Semekpodji et de Kraki pour voir, vous allez prairie. Dans la saison pluvieuse, vous ne pouvez pas avoir accès à cette gare routière. Je vous dis, ça devient de lac. Vous venez à Cotonou, il n'y a pas de gare routière. Alors, vous trouvez des moyens où pour faire fonctionner votre association, pas des cotisations ou comment? Exactement, je vais vous dire, j'avais quitté une réunion avant d'être là. Je vais vous dire, pour nous, nous cotisons entre nous. Les adhérents cotisent. Est-ce que les taxes que les conducteurs paient, ce n'est pas une forme de cotisation également? Non. En réalité, nous savons, vous et moi, nous savons tous que pour avoir une association digne du nom, vous avez votre statut et règlement avant d'avoir votre récépissé, votre journal officiel. Et les taux de cotisation sont déjà fixés par votre association. Et en aucun cas, on ne peut pas cotiser, on ne peut pas faire, ça dit cotiser un adhérent par ticket. Si on vous fait cotiser par ticket, comment vous pouvez faire le bilan? Parce que en temps normal, une association a le droit de faire le bilan à ses adhérents. Alors que vous cotisez pas chargement. Vous cotisez pas chargement. Alors que quand je cotise pas chargement, qu'est-ce qu'il faut que j'ai cotisé? Il n'y a même pas quelque part pour pouvoir enregistrer. Moi, je vais vous dire, au sein de nous, nous cotisons. Nous cotisons quand il y a quelque chose à faire. Nous organisons une réunion. Parmi nous-mêmes, nous avons des têtes qui ont l'habitude d'accompagner le fonctionnement et nous cotisons en dehors de la gare routière parce que notre statut et règlement ne nous permettait pas de collecter des taxes sur les gares routières. Vous avez un message à l'endroit des acteurs gestionnaires de parcs? Bon, en réalité, pour moi, les gestionnaires de parcs, c'est la mairie. Et pour moi, si je devais dire quoi que ce soit, c'est de dire à toutes les maires et à tous les représentants de la mairie de prendre leurs responsabilités parce qu'une fois qu'ils ont l'opportunité aujourd'hui maintenant, parce que l'ACTB a déjà mis l'opportunité en place afin que la mairie rentre en possession de ses ressources. Et je profite encore pour dire à tous les conducteurs que s'ils voulaient vraiment des gares routières dignes du nom, ils ont l'obligation de cotiser dans la caisse du trésor public en payant les taxes de la commune, en insistant sur les tickets de la mairie. Donc pour moi, c'est d'amener tous les conducteurs de toutes catégories confondues à investir plus dans la caisse de la mairie et de refuser de donner 5 francs à qui que ce soit sans reçu. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marcel Honkari, président fondateur de l'Association des conducteurs de transport du Bénin, et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, mon journaliste, pareil à vous. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie pour voir nos partenaires. C'est une courte pause. Juste après, c'est la page magazine, donc du grand format, qui va s'ouvrir. On parlera ce dimanche de la période de soudure. Nous sommes à Natitengo. On est équipé. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de micro-ondes informatiques du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. – 14h15 à Dikouan, c'est à Natitengo. Nous y sommes ce dimanche avec le magazine du grand format dans cette localité. Les prix des produits vivriers connaissent une hausse vertigineuse depuis un bon moment. Pourtant, nous sommes en août, mois qui rime avec l'apparition de nouvelles spéculations agricoles. Et pour faire face à leurs différentes charges familiales, les agriculteurs bradent leurs récoltes. Conséquence, les greniers se vident de leur contenu, entraînant une période de soudure qui frappe aussi bien agriculteurs que consommateurs. Natitengo, la période de soudure et ses conséquences. C'est un magazine signé Alassane Aruna. Natitengo, tout comme la plupart des localités du Septentrion, traverse en ce moment une période de soudure. Période de l'année précédant les premières récoltes et où les grains de la récolte précédente sont presque épuisés dans les greniers des paysans. La soudure est très souvent marquée à Natitengo par une grande pénurie de certains produits vivriers tels que le maïs, le sorgho, le haricot, le riz et autres. Conséquence, le prix prend de l'ascenseur du fait de la spéculation qui s'installe
au niveau des différents points de vente aux grandes dames des consommateurs. Je crois que le maïs ça devient de plus en plus cher. Par exemple, le mil, le sorgho, le haricot, le bonjour. Bon, en tout cas, les céréales sont devenues plus chères. Parce qu'aujourd'hui, on ne les trouve plus comme avant. Bon, ces temps-ci, ces produits vivriers-là, le maïs, les haricots, le vanzou, ont augmenté de prix. Et vraiment, c'est avec difficulté qu'on arrive à s'approvisionner de ces produits-là. Tout à l'heure, je viens de demander le sorgho et on m'a dit que c'est à 250. Avant, on prenait ça à 150. Si c'est trop cher, c'est à 200. Maintenant, c'est à 250. Le mil aussi est cher. C'est à 250. Avant, c'est à 150, on prenait ça. Maintenant, c'est à 250. Tout est cher maintenant. Le kilo de maïs vendu à 125 francs juste après les récoltes revient aujourd'hui à 175 francs. Et pour avoir un kilo de sorgho, il faut débourser 250 voire 300 francs CFA alors que cette céréale était vendue à 200 francs le kilogramme il y a quelques mois. Le maïs, le bongo se vend à 5 000, le kilo à 175. Le sorgho, le bongo se vend à 6 500, le kilo à 250. Le mil, c'est plus pur. Parce que le mil, on fait la bouillie, boisson. Le mil, c'est à 300 francs le kilo. Le mil est cher. Avant, on vendait à 150 le kilo. Maintenant, c'est à 300 le kilo. Bongo, maintenant, c'est à 7 000 bongo. Avant, on vendait à 5 000, 4 500. Maintenant, c'est à 7 000. Le sac de 1000, c'était à 15 000. Maintenant, c'est à 25 000 qu'on vend. C'est le temps qui est venu comme ça. Même le sorgho aussi, ça fait 25 000 le sac maintenant. Le petit mil aussi, ça fait 25 000 aussi, le sac. C'est 25 000, 25 000. C'est le maïs qui est à 22 000 ou bien 20 000. Le riz, c'était à 9 000 la bassine auparavant, mais actuellement c'est à 12 000 la bassine. Le kilo, c'était à 350 et maintenant le kilo est à 400. D'autres vendaient même à 325. Mais maintenant le kilo est à 400. Dans le rang des revendeuses, on explique cette hausse vertigineuse de prix des vivriers par l'épuisement des stocks chez les producteurs. Là où on achète nos céréales, là, on ne trouve plus. C'est fini actuellement parce que les nouvelles choses veulent sortir. C'est pourquoi actuellement c'est cher. Le maïs est cher cette année-là. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu cette année-là. Bukumbe, Tangueta, Kondé, partout là, c'est 20 000. Et tu fais le transport encore pour amener dans la ville. Donc on revend à 20 000 là, malgré nous. On prend le sac de maïs là-bas à 20 000. Maintenant le transport est à 1 500. Et chargement et déchargement, puisqu'il y a des apprentis qui chargent. Donc chargement là c'est 100 francs, déchargement aussi 100 francs. Pousse-pousse aussi 100 francs. Vaillants producteurs de céréales et de légumineuses dans la région, les agriculteurs sont paradoxalement les plus touchés par la soudure, un phénomène devenu cyclique presque tous les ans et qui se caractérise par une disette des produits vivriers. Obligés de brader leurs produits juste après les récoltes pour non seulement faire face aux charges familiales, mais aussi payer les intrants agricoles et solder leurs différentes dettes, ces paysans se retrouvent à chaque période de soudure avec des greniers presque vides et donc contraints de débourser plus qu'il n'en faut pour acheter les mêmes produits qu'ils avaient bradés. Léon Ntia est cultivateur à Dikonwa, un village périphérique de Natitengo. Le temps pour la récolte, pour les maïs là, c'est moi-même qui a fait ça. Et hier, récolté ça, aller vendre ça encore 2000. En août maintenant là, vraiment, si vous regardez dans mon grenier maintenant, tu vas me rire ou bien tu vas pleurer. Ici, du coin, ici, dans notre village, c'est comme ça, on souffre, nous tous on souffre. On a fait du sorgho avec maïs. Mais le sorgho là, j'ai vendu ça pour faire des élèves, pour acheter des fournitures. Et encore, moi aussi, je n'ai pas bonne santé. J'ai allé au Pidal. J'ai vendu pour aller au Pidal. Maintenant,
c'est fini. Dans le cougnier. Et les enfants aussi mangent. Hein? C'est ça que c'est fini. Maintenant là, je paye. Je suis maintenant. C'est pour combler ce déficit alimentaire que traversent chaque année les populations en période de soudure que l'ONASA a été initiée par le régime défunt. Cette expérience ayant fait faillite avec le temps, certaines ONG de la place ont pris le relais en inculquant aux producteurs le système de warrentage, une technique de stockage et de conservation des produits vivriers qui les éloigne de toute tentative de bradage de leurs produits. Au démarrage de ces projets, on constate que les producteurs bradent leurs produits pour résoudre donc, les besoins. Et à un moment donné, il y a la famine qui s'installe. Et vu ce comportement, on s'est dit il faut les éduquer dans la bonne gestion des récoltes. Ce qui nous a amené à expérimenter le système de warrentage avec eux. Donc ça permet à un groupe de producteurs de mettre en sécurité dans un magasin les récoltes et les éduquer dans la bonne gestion des récoltes. Et cette bonne gestion passe par la répartition d'abord des récoltes. Il faut d'abord mettre de côté les produits de consommation de la famille et c'est le surplus maintenant qu'on met en vente. Donc ça a permis un peu de réglementer un peu la gestion donc, des récoltes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les ménages, il y a quand même jusqu'à la période de soudure de quoi manger pour toute la famille. Au regard des résultats élogieux obtenus après l'expérimentation du warrentage dans certaines localités du Septentrion, sa généralisation dans toute la région septentrionale permettra à Fossu de mettre un terme à la pénurie de produits vivriers constatée à chaque période de soudure. Voilà, c'était donc le magazine du grand format signé Alassane Harouna, correspondant de Canal 3 Bénin dans le département de l'Atakora et de la Donga. Il est déjà en position depuis Nati Tengo pour le complément d'information en ligne. Alassane Harouna, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari. Merci pour la réalisation de ce magazine. Alors, comment peut-on expliquer cette pénurie de produits vivriers sur le marché dans cette période à Nati Tengo? Oui, Idriss, il faut avouer que c'est un phénomène têtu, un phénomène qui dure de très longtemps. Ce phénomène s'explique par le fait que les paysans n'arrivent pas à gérer leur stock. Déjà, la récolte, c'est ces braves paysans-là qui, après avoir souffert toute une saison de pluie, toute une saison hivernale, bradent ces produits-là à vil prix. Et donc, quand cette période de soudure arrive, parce qu'il faut pouvoir gérer ce que les paysans n'arrivent pas à gérer leur stock. Et l'autre facteur qui expliquerait cette pénurie-là, c'est du fait de la proximité et avec les pays de l'Interland. Beaucoup de paysans livrent à vil prix leurs produits qui sortent de l'intérieur du pays. Et la conséquence, c'est que en cette période où on a trop utilisé, on a pris même des produits qu'on a bradés, qu'on a pour pouvoir régler les problèmes de famille. Et il y a pénurie, il y a cette difficulté-là. Ça fait que sur les différents marchés de la place, d'abord, les produits sont rares et donc plus chers que par le passé. Et encore, ces pauvres paysans-là qui subissent le triste sort, cette pénurie-là. Alors, au cours de cette période, Alassane, il y a donc des menaces d'insécurité sanitaire. Quelles sont les dispositions que prennent les autorités donc, de la localité pour mettre fin au bradage des produits vivriers? Depuis longtemps, il faut avouer que les autorités sont vraiment conscientes de cette situation-là. Et une situation d'abord qui fait assez de victimes ici, parce que par le passé, au temps de la Révolution, il y avait même la famine, il y avait une insécurité alimentaire où c'est le PAM qui devrait, le programme alimentaire mondial qui devrait venir au secours des populations. Mais depuis un certain moment, avec la disparition du PAM, il n'y a que les autorités qui ont un temps soit peu de sensibiliser les populations à la base. Mais le problème est là, il y a des cérémonies grandioses. Quand on finit de faire par exemple le sorgho, on préfère le transformer en tchoukoutou pour les fêtes. Et donc la conséquence,
est là au temps du feu. Et Adolphe Biot, par exemple, il a mené une lutte implacable contre le bradage de ces produits-là. Mais le problème est resté têtu et ça continue. Il faut avouer que sur place, les autorités ne cessent de sensibiliser à travers des programmes ces populations-là. Mais le phénomène reste têtu quand même. Et au nombre des mesures correctives pour mettre fin donc, à cette situation, plusieurs stratégies ont été proposées. Est-ce que les producteurs sont partants? Oui, il faut avouer que, bon, la menace étant là, conscient de la situation, il n'y a que les populations ont commencé par intégrer ce système de warrantage. C'est une technique qui permet aux populations, aux paysans de mieux gérer leur stock, de ne pas brader leur stock. Et on arrive à les organiser à travers des ONG. J'ai cité une ONG de la place là qui a expérimenté cette expérience-là et qui a expérimenté cette technique dans les régions de Bukumbe, de Materi et de Tuntuna. Ça fait que le bradage a un peu cessé et les paysans arrivent à mieux s'organiser et à faire face, puisqu'on les organise à hiérarchiser leurs besoins, disons, à organiser leur récolte, c'est-à-dire ce qu'il faut pour les besoins de la maison, ce qu'il faut pour vendre, c'est-à-dire le surplus doit être vendu pour pouvoir en tout cas faire face à la période de soudure, une période au cours de laquelle on attend les premières récoltes et avec les changements climatiques, les premières récoltes tardent à venir. C'est pas comme par le passé où déjà en cette période de soudure, il y avait le fonio, il y avait le maïs frais qui sortait et en abondance. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a que, il faut reconnaître que sur le terrain, il y a les ignames qui sont sortis. Mais à quel prix? C'est des ignames qui reviennent, des tubercules qui reviennent chers. Et donc, tous les paysans n'arrivent pas à faire face. Lorsque vous n'avez pas cultivé les ignames, c'est difficile pour vous de quand même tenir au cours de cette période de soudure. Conséquence, c'est la croix et la bannière aussi dans les différentes dans les maisons que nous avons circulées. Merci beaucoup à vous, Alassane Arona, correspondant de Canal 3 Bénin dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Bon dimanche à vous depuis la cité des Nanto. Merci Idrissou, bien de choses à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous abordons ainsi une autre phase de ce rendez-vous d'information. C'est l'instant décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média dont vous suivrez les analyses de quelques sujets sélectionnés à cet effet pour le compte de ce numéro de grand format. Il s'agit de Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Voici d'abord la revue de presse hebdomadaire de Narcisse Alotet. Pour donc planter le décor, on se retrouve dans exactement 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité reste dominée par la politique avec un vent de pré-campagne électorale qui souffle sur le Bénin depuis quelques semaines. Le quotidien Le Télégramme y voit surtout une avalanche de bénédictions pour la candidature du chef de l'État. Mais au fond, le quotidien Fraternité déplore l'allure que prennent ses soutiens. Malgré la réforme du système partisan et la volonté affichée par l'ensemble de la classe politique d'en finir avec les clubs électoraux et les mouvements de circonstances, le journal constate que tous les ingrédients sont réunis pour un retour des acteurs politiques à leurs vieilles amours. Pour la plupart membres des partis politiques, écrit la publication, ils ne s'embarrassent plus pour créer des creusets et appeler à des candidatures, alors même que les formations auxquelles ils appartiennent n'ont pas encore donné de mot d'ordre. Un désordre qui, à la limite, frise la remise en cause de la discipline qui, en principe, devrait être observée au sein des grands blocs politiques, se désole le Canard de Ménotin. Au-delà de ces soutiens, les journaux ont rendu compte cette semaine de la session du bureau politique du Parti Union progressiste, élargie aux députés, ministres et maires. Le président Patrice Talon y était, renseignent mes confrères, qui ont rapporté les propos du chef de l'État à ses assises. Je ne suis pas venu pour vous soutenir, mais pour participer à cette session du bureau politique de notre parti Union progressiste, a affirmé Patrice Talon en marge des travaux. Mais en face, l'opposition ne faiblit point, renseigne le quotidien La Dépêche. Elle reprend du poil de la bête à mesure que s'approchent
La fin du quinquennat de l'actuel occupant du palais de la Marina, commente le journal, qui souligne que jamais les perspectives d'une élection présidentielle n'ont jamais été incertaines et empreintes d'appréhension. Après un temps de silence, la résistance au pouvoir du président Talon se prépare pour renouer avec ses activités, ajoute le journal Le Pays émergent. Mon confrère s'appuie surtout sur l'atelier d'élaboration d'une feuille de route qui a réuni le 22 août dernier autour du président du parti Restaurer l'Espoir, l'ancien ministre candidat Zanaï, certains leaders de l'opposition, à savoir Amissatou Afo-Diobo, André Dassondo et bien d'autres. Seulement, il y a encore des obstacles à franchir, surtout pour les géniteurs du parti politique nommés les démocrates. Pour la plupart, anciens membres du parti FCBE, ils sont freinés dans leur élan d'obtenir le récépissé provisoire dans le processus de formalisation de leur existence légale, font savoir les journaux. Et au quotidien Fraternité de se demander si cela commence-t-il bien ou mal pour les membres fondateurs du nouveau né des partis politiques au Bénin. Dans leur démarche de tourner définitivement la page verte et de rejoindre la nouvelle BAC dénommée les démocrates, note le journal, les opposants conduits par Éric Hundété ont manqué de vigilance. En tout cas, commente Fraternité, ce faux départ enregistré par les démocrates à cause du fantôme du vieux Kori n'est pas un bon présage pour une opposition divisée et fragilisée. Sauf des concours de circonstances, conclut mon confrère, les anciens lieutenants de Boni Yayi apprendront à leurs dépens qu'en politique, il n'y a que des additions et des multiplications qui prospèrent. Le quotidien La Dépêche lui consacre l'un de ses gros titres de la semaine à la tournée de Joël Aïfo dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Et à en croire le journal, l'universitaire avance ses pions et le fait méthodiquement dans la perspective de la présidentielle de 2021. Dans le même temps, les discussions persistent autour du code électoral dont dispose actuellement le Bénin. Le quotidien La Dépêche nous apprend que le document fait l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle. Un recours qui, à en croire le journal, a été introduit devant la haute juridiction par un citoyen pour vérifier la conformité de l'article 131 du Code électoral à la Constitution béninoise. Il est question de clarifier la dichotomie établie par la dite loi au sujet de la question du serment présidentiel, précise La Dépêche, qui publie la requête du citoyen. Toujours en politique, le Parti du Renouveau démocratique souffle ses 30 bougies. 30 ans bouclés le 20 août dernier, informe Fraternité, qui ajoute que les festivités de cet anniversaire s'annoncent comme la mobilisation des militantes et militants des Tchoko Tchoko dans la perspective des prochaines échéances électorales. D'ailleurs, le journal nous renseigne que la célébration des 30 ans d'existence du parti au logo arc-en-ciel a été au cœur d'une réunion de la direction exécutoire tenue en milieu de semaine sous la présidence de Maître Adrien Mbedji. Et malgré l'échec du parti à l'issue des dernières joutes électorales, le journal croit savoir que le PRD est fortement courtisé par certaines formations politiques. Komi Kouché a lancé officiellement cette semaine son ouvrage. L'information a fait la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de vendredi. Un ouvrage qui, selon le journal, est intitulé « Ma version ». À la couverture du bouquin, on peut voir le portrait de son auteur. Et parlant des caractéristiques de l'œuvre, mon confrère nous renseigne que c'est un condensé des expériences et épreuves judiciaires que cet ancien ministre du président Boni Yayi a vécu. De la politique à l'éducation, les performances des établissements scolaires sont dévoilées au lendemain de la dernière délibération du baccalauréat session de juillet 2020. Et si la majorité peut jubiler, le journal Bénin Intelligent nous renseigne qu'il y a des établissements scolaires qui n'ont pu obtenir de candidats admis au premier diplôme universitaire. Selon les chiffres de la direction de l'Office du bac publiés par les journaux, ils sont au nombre de 13 collèges et ont présenté entre 2 et 12 candidats. Et selon la tradition, sous le gouvernement Talon, les directeurs des 10 établissements, pour ceux qui relèvent du public, devraient être systématiquement déchargés. Mais première observation, les 13 établissements en question sont tous des privés. Ils encourent donc la fermeture, conclut le journal. Ce n'est pas le cas du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui, selon le journal Soleil Levant, a une fois encore maintenu le flambeau de l'excellence. Au baccalauréat, par exemple, renseigne mon confrère, l'établissement du professeur Omer Dieudonné à Dandédion s'en est sorti encore avec plusieurs mentions très bien cette année. Une performance qui, poursuit le journal,
a été réalisé grâce au savoir-faire du fondateur et directeur général et de ses enseignants. Ce complexe qui traîne plus de 15 ans d'expérience dans le système éducatif béninois est connu pour la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, conclut Soleil Levant. Le même journal publie la liste des candidats admis au concours d'entrée au Britannique militaire de Bembereke et au lycée des jeunes filles de Natitengu. Le constat fait ici, c'est que le premier du Bénin au certificat d'études primaires cette année a échoué. Un échec qui, en croire mon confrère, fait actuellement objet de commentaires. Du point de vue individuel, le quotidien Fraternité est allé à la rencontre du candidat arrivé premier au baccalauréat cette année au Bénin. Patrick Junior Hunkpe, c'est son nom, est âgé de 16 ans et élève en série C au collège catholique de Lokossa dans le département du Mono. Il a obtenu une moyenne de 18,31, alignant la note 20 dans 3 matières, mathématiques, anglais et physique, chimie et technologie. Le journal nous apprend que sa moyenne bat le record de toutes les sessions du baccalauréat au Bénin et toutes séries confondues. Et ce génie déclare dans les colonnes de Fraternité qu'il étudie comme tout élève normal et que sa performance est le fruit d'une attitude positive suivie de travail acharné. En fait, il n'y a aucun secret, dit le lauréat, pour qui le seul élément moteur qui peut déclencher assez de motivation pour pouvoir atteindre un tel niveau, c'est d'abord de se fixer un objectif précis et de travailler très dur, tout en croyant qu'on peut atteindre cet objectif. Mais les témoignages recueillis dans son entourage ont révélé que Patrice Junior Hunkpe est un jeune homme très discipliné qui prend en compte tous les conseils qu'on lui prodigue. En plus des notes 20 qu'il a alignées dans 3 matières, il a eu 17 en philosophie, 16 en histoire-géographie, 15 en français et 10 en SVT. Pour les études supérieures, il entend faire l'informatique, les finances ou les mathématiques financières. Dans la suite de cette semaine, le Bénin compte d'autres victimes pour cause de noyade. À Kandi, il y a eu 2 morts, renseigne Fraternité, dans sa parution de vendredi. Le journal donne une alerte sur le cas de Malanville et Karimaman, où la situation est au rouge. D'une alerte à une autre, le même journal parle de l'utilisation du paracétamol, médicament le plus utilisé sans prescription médicale. Mon confrère rapporte les propos du docteur Muriel Ndeviwa, qui déclare que l'utilisation abusive de cet antipaludéen peut affecter certains organes comme le foie. Dans l'interview qu'elle a accordée à Fraternité, cette inspectrice d'action sanitaire explique surtout les conséquences liées au non-respect du dosage. Un léger dépassement peut s'avérer mortel, a-t-elle laissé entendre dans les colonnes du Canard de Ménotin. Prudence donc. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bonne suite de week-end à toutes et à tous. À l'instant, la revue de presse hebdomadaire. Donc, merci à vous, Nassi Salossé, et à la semaine prochaine. Retour sur ce plateau avec mon invité média, Claude Alofa. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être là. Alors, l'actualité est largement dominée cette semaine par la situation de candidature de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2021. Quelle lecture faites-vous de tout ce que vous voyez? Oui, je crois que c'est pas nouveau. Généralement, nous avons des soutiens qui s'annoncent pour les candidats. Qu'un chef de l'État ait autant de soutien, qu'il y ait autant d'agitation autour, ce n'est pas nouveau. Ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'on constate beaucoup plus cela que d'autres. On ne sait pas si il sera seul candidat. Mais je crois que la présidente de la République elle-même a réagi en demandant plutôt, en interdisant, je crois, sur Pascal Ibrahim Koupaki a affirmé, a demandé que tout cela s'arrête. Alors je me demande, est-ce que cela gêne? Est-ce que cela gêne? Non, pour moi ça ne gêne pas. C'est l'électorat qui décidera à la fin. Donc pour moi c'est pas un problème. Est-ce que fondamentalement Patrice Talon a besoin de tout ça?
Bon, est-ce qu'il en a besoin? S'il veut être candidat ou pas, est-ce qu'il a besoin d'être suscité d'abord? Bon, le problème dans ce cas particulier, c'est que le chef de l'État avait dit entre-temps qu'il aura un seul mandat, qu'il va aviser. Alors, je crois que ses soutiens veulent juste l'amener à aviser dans le bon sens. Je crois que c'est dans cette logique que cela se fait. Maintenant, est-ce que ce n'est pas utile pour le chef de l'État de revenir, vu qu'il a un certain nombre d'actions qui ont été démarrées et qui peut-être ne finiront pas avant la fin de ce mandat-ci? Bon, il reviendra. Je ne sais pas si on a besoin de le susciter, mais je crois que c'est juste parce qu'il avait déjà dit qu'il avisera. Alors, il faut maintenant l'amener à aviser dans le sens voulu par ceux qui le soutiennent. Dans tous les cas, même s'il revient pendant les 5 ans, il va ouvrir d'autres chantiers donc, qui ne vont pas finir avant les 5 prochaines années. Est-ce qu'on va dire qu'il attend pour finir les chantiers ouverts? Dans tous les cas, en ce moment, on saura que la Constitution ne lui permet pas de faire mieux que ce qu'il a fait. Et il pourra donc faire un point et s'arrêter. Dans ce cas-ci, c'est lui qui avait dit qu'il ne souhaiterait pas faire de mandat. Bon, mais la Constitution le permettant, ceux qui le soutiennent, ayant certainement des intérêts à ce qu'ils reviennent, ont donc choisissent de pouvoir susciter cette candidature, de lui dire, oublie ce que tu avais dit, essaye de voir notre appel, et donc reviens candidat en 2021. Alors, quand on fait le tour donc, de la ville de Cotonou et ses environs, on voit des affiches, on a l'impression que nous sommes déjà dans la pré-campagne. Est-ce que vous avez la même impression? Et ça, on a cette impression parce qu'il y en a de plus en plus, chaque jour un peu plus. Et c'est vrai que c'est comme si il ne restait que ça à faire. Et non, je crois que nous devons pouvoir savoir raison garder. C'est peut-être pas pour cela que je crois la présidente de la République a sonné, a tiré la sonnette d'alarme, a demandé que ces affiches-là soient arrêtées pour le moment. Et même avant le communiqué de la présidence, il y a des institutions qui devaient normalement prendre leurs responsabilités. Oui, généralement, vous savez, c'est notre travail, la presse, de pouvoir alerter. Et je crois que lorsqu'il y a une grande émission comme celle-ci, une émission de grande écoute comme celle-ci, cela est dit, je crois que les institutions qui ont cette charge, je veux parler peut-être de la HAC et autres, vont revenir et puis pouvoir donc dire ce qu'il faut faire, réduire, demander à ce que cela aille mieux, je crois. Autre sujet avec vous, Claude Alofa. 2 informations contradictoires cette semaine avec le parti Les Démocrates. La première, c'est que le ministère de l'Intérieur demande quelques corrections avant la délivrance du récépissé à ce parti. La seconde, c'est que les responsables du parti disent n'avoir reçu aucune notification à cet effet. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retiendra seulement ce que nous aurons à la fin. Et vous savez, c'est un jeu politique. C'est normal que face à un parti qui se réclame déjà parti d'opposition et qui veut donc affronter certainement le pouvoir en place, et qu'il y ait des petits jeux de titillement passés par là. Et donc, je crois qu'à la fin, on aura une bonne réponse. Peut-être que c'est un jeu politique aussi de ce parti qui veut juste démontrer qu'on lui crée des problèmes. Ça permet de rester sur l'actualité, que l'on en parle. La belle preuve, nous en parlons maintenant. Et donc, de plus en plus, moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu le courrier. Et donc, je ne peux pas dire si réellement le ministère de l'Intérieur, maintenant, est-ce qu'il y avait un intérêt particulier au ministère de l'Intérieur à donner une telle information juste pour une fausse information. Je ne crois pas qu'ils iraient jusqu'à ce niveau-là. Mais je ne crois pas non plus que les démocrates, le parti des démocrates a intérêt à commencer par le mensonge à l'électorat. Nous irons maintenant à l'Assemblée nationale avec vous, Rachid Badamassi, et 20 autres députés interpellent le gouvernement au sujet des défalcations constatées sur les comptes de certains abonnés de MTN Bénin. Quelle appréciation faites-vous de cette démarche? Je crois que c'est une démarche des députés pour montrer qu'ils sont à l'écoute des difficultés du peuple et qu'ils veulent bien aider le peuple à avoir quand même des services acceptables. Bon, maintenant, le problème s'était posé et le peuple a réagi promptement. Les députés ont donc voulu montrer au peuple qu'ils sont à ses côtés et qu'ils veillent bien sûr à la bonne gestion donc, de tous les services qui lui sont offerts par les réseaux sociaux, les réseaux GSM plutôt.
Et donc on se demande ainsi le contrôle de l'action gouvernementale espérée de la 8e législature, si ce n'est que ça. Je ne sais pas si on pouvait espérer mieux quand vous avez une Assemblée nationale où les députés, en majorité, soutiennent l'action du chef de l'État. Je ne vois pas. Je crois que le contrôle de l'action du gouvernement se ferait plutôt dans les coulisses. Les députés, ils ne vont pas venir, alors qu'ils soutiennent le chef de l'État, ils ne doivent pas venir lui poser certaines questions à l'Assemblée nationale, au lieu de les lui poser plutôt dans les coulisses. Mais le jour où cela arriverait, il faudra comprendre qu'il y a problème dans la majorité présidentielle. Donc oui, c'est une manière donc de faire aussi le contrôle et de savoir, de poser des questions pour vérifier est-ce que le gouvernement fait bien, est-ce que le gouvernement suit ces réseaux GSM que nous soupçonnons généralement de se faire trop d'argent sur le dos du peuple. Maintenant, quant à critiquer ou à poser des questions difficiles au gouvernement, moi je ne l'espérais pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui espéraient cela de cette mandature. Parce que s'ils ont décidé, c'est les deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement, et s'ils ont quelque chose à vérifier, ils vérifieraient cela dans les coulisses et ils corrigeraient, ils demanderaient au gouvernement de corriger avant que cela ne vienne sur la place publique. Et pendant ce temps, certaines publications parlent de distraction ou bien même de cabale contre la société. Est-ce qu'on peut le dire ici? Non, ça dépend de ce qu'on espérait. Je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas espérer de cette Assemblée nationale de faire mieux ou de faire autre chose que ce qui se fait. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'ils vont venir poser des questions difficiles au gouvernement. Les questions difficiles seront posées dans les coulisses et ils vont discuter avec les ministres, avec le président de la République s'il le faut, pour pouvoir corriger ce qui doit être corrigé, afin que publiquement le gouvernement fasse bonne face. Alors donc, on ne peut pas, je ne crois pas que c'est de la distraction, c'est dans leur prérogative, je crois, conformément à l'article 108 de leur règlement intérieur, de pouvoir donc interpeller le gouvernement, de poser des questions. Maintenant, si on veut qu'il pose des questions difficiles, il faudra élire des opposants à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des questions faciles, comme l'augmentation des tarifs de la SBE, donc, oui. qui est annoncée. Est-ce que l'Assemblée nationale ne peut pas s'intéresser, par exemple, à ces sujets? Les députés, je sais qu'ils sont conscients, je le crois. Je ne suis pas à leur place. Je sais que, et quel que soit ce que nous disons, ils savent qu'ils doivent rendre compte. Alors, ces sujets-là, je crois, nous, à la presse, nous faisons notre travail. Nous relevons ces situations, nous les présentons parce que c'est notre travail. Nous en sommes conscients. Eux aussi, ils ont leur travail à faire. S'ils ne le font pas, ils devront rendre compte devant l'histoire. S'ils ne rendent pas compte dans les urnes, ils rendront compte. Quand on retiendra que la 8e législature a laissé passer des problèmes cruciaux où le peuple s'est senti en difficulté et ils n'ont pas été présents. Merci à vous, Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci surtout pour votre disponibilité à nous accompagner. Mesdames et messieurs, dans 4 minutes, nous allons descendre, mais avant, nous avons rendez-vous avec Modeste Noutier. C'est le dernier rendez-vous, lui qui nous livre chaque dimanche l'info décalée. On va voir ce qu'il a concocté pour nous, pour le compte de ce numéro de grand format. Voici d'abord la revue de Babel. Engagés. Attention, les dedans engagés. Attention. Nous avons été invités par vous. Merci donc de vous lever. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Détruire, c'est notre leitmotiv. J'étais étonné. Il faut toujours casser. Vous ne pouvez pas avoir tout le monde pour vous aimer. Nous leur présentons nos excuses. Mais nous devons rester vigilants. Qu'est-ce qu'ils pensent dire? Il n'y a pas de hasard dans ce monde. C'est vrai. Quand on entend ça, on n'a plus rien à dire. Donc des gens comme moi? Oui. C'est lui-même qui l'a dit. Alors là, il lui reste quoi à faire? Ça, c'est le chef qui parle. Il faut un taureau, un roc pour en arriver là. À voir ce qui se passe. Vous êtes en train de traverser ce fleuve. Vous jetez impunément de l'opprobre au Caïman. Personne ne l'a obligé. Parce que les choses ont changé. Nous ne sommes pas des Machiavel. Je les félicite pour leur sincérité et pour leur engagement. C'est tout. C'est des avancées terribles. Nous le voyons déjà. Donc on n'a rien à ajouter. Tout le monde constate. La raison est tout à fait simple. Pour manger, il faut travailler. Ça suffit. Et on est plutôt à l'aise. Et je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Nous devons nous interroger. D'abord, le hasard est suffisamment hasardeux par lui-même
pour qu'on se hasarde à se hasarder vers le hasard. Des gens comme nous, on n'a plus rien à dire. Même si ce n'est pas encore total. Et comme si ça ne suffisait pas, ça fait mal. Ça, c'est la preuve manifeste. C'est cassé. Ce n'est pas le lendemain que cela va prendre corps. Je vous en supplie, vous devez assumer les conséquences. Et comme vous le savez, nous pensons dire des choses qui sont bonnes. Ça vient de toutes parts. Cela veut dire qu'il serait impossible. Tout ça a changé aujourd'hui. Il n'y a que lui. Ceux-là qui sont les gardiens. J'en faisais partie, il faut l'avouer. C'est ce que nous n'avions pas compris. Ceux qui ne comprennent pas comprennent véritablement ce que je suis en train de dire. Ça, on l'a compris un peu plus tard. Parce que nos yeux sont ouverts. Rappelez-vous un peu ce qui n'était jamais arrivé. C'est un Dieu. C'est un Dieu, c'est un représentant de Dieu. Vous devez absolument assumer les conséquences. Ce n'est pas moi qui le dis. Qui l'eût cru? Il n'y a même pas débat. Qu'il ne le fasse pas. Et il ne peut pas. Un enfant ne fait rien au hasard. Très mal fait. Pourquoi? Et vous ressemblez à ce que vous venez de me transmettre comme message. Mais c'est sans tapage. Ce qui n'était pas le cas. Le message, c'est un message qui vous ressemble, qui montre qui vous êtes. Donc du coup, c'est un message fort. C'est très important. Très très importante. Tout n'est pas rose pour la petite histoire. Mais je pense qu'avec le temps, il ne lui reste plus rien. C'est pourquoi je trouve que c'est une très bonne chose. Mais dans la vie, pour avoir des longévités, il faut avoir toujours des adversaires. Je vous exhorte. Et ils ont dit pourquoi? Retournez-nous nos choses. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Et c'est le rôle que nous sommes en train de jouer ici aujourd'hui. Un digne fils qui fait un truc comme ça. Et nous avons remarqué une bonne chose. On ne va pas laisser passer cette chance. Nous sommes prêts. Et de l'argent. On gagne du temps et on gagne de l'argent. Nous ne pouvons pas refuser. Non, ça sera pas difficile. Ça change. Et ça, nous sommes admiratifs de ces œuvres-là. Nous sommes des disciples de Kant. C'est beaucoup plus une action citoyenne. Et force doit rester à la loi. Vous avez trouvé juste. La dynamique continue. Et nous devons en profiter au maximum. Je dis et je le répète, c'est un devoir divin. Ça nous permet de gagner. Plus rien ne va l'arrêter. Nous allons en profiter au maximum. Notre rêve est grand. Cela est nécessaire pour que vous meniez une vie. Laissez le monsieur, car votre père en dépend. Nous sommes solidaires. Et ce sera l'actif de nous tous que ça continue. Ce qu'il a fait est énorme. Lorsqu'il n'est pas capable de faire quelque chose, il ne l'entreprend jamais. Ils ont été clairs. Pour cette fois-ci, je leur dirai, comment fera-t-elle ce travail? Je leur dirai, encore une fois, merci. Faut toujours casser. Tourou. C'est cassé. Rock. Faut toujours casser. Tourou. Très mal fait. Ceux-là. Ça fait mal. Gardien compris. Qui l'eût cru? Vous le savez. Un enfant comme moi. On ne va pas laisser passer cette chance. Très mal fait. Tourou. Faut toujours casser. Tourou. C'est cassé. Rock. Faut toujours casser. Tourou. Très mal fait. Un enfant comme moi. Ça fait mal. Gardien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini, tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 30 août 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Grand Popo. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin à partir du dimanche prochain. Et cependant, un mois, je laisse la main à Naguib Alagbe pour vous tenir compagnie. On va se retrouver en octobre prochain si tout va bien. Et c'est à moi de remercier l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches dans cette aventure. Je vais nommer William Zanou à la réalisation, Achille Nyakadia qui assure la qualité du son, mon chef d'édition Teddy Goudalo, Hippolyte Soumaro à la diffusion, Euder Hunkwevi, derrière les caméras, Yves Hunsounou, l'infographe maison. Merci beaucoup à vous les gars, mesdames et messieurs. Quant à vous, je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Merci, au revoir.